Au sein d'un film, il est courant qu'un cinéaste s'adresse au spectateur par l'écrit afin de commenter le film lui-même, d'en infléchir la lecture ou d'y convoquer des messages plus explicites. On pense ainsi aux dédicaces, aux mentions inspirées de faits réels ou à certains auteurs qui en font un usage récurrent, comme Jean-Luc Godard ou Gaspard Noé. Dans cette démarche s'inscrit le film d'animation Musical Poster numéro 1 de Len Lai, qui opère un basculement de tonalité drastique par son recours à l'écrit, et révèle comment la typographie peut infléchir à elle seule la perception d'un film. Observons cela de plus près. Si l'on exclut le plan titre et le carton final, ce court-métrage de 2 minutes se divise en 2 grandes parties. La première, abstraite, se présente comme une explosion de couleurs, un festival de formes dansantes qui se superposent, se succèdent et se confondent au rythme d'un jazz entraînant. Le spectateur est alors plongé dans une ambiance joyeuse et festive, et rien ne semble annoncer la seconde partie du film. Surgissent alors des messages inquiétants, au ton nettement plus sombre, mais qui conservent toutefois une animation joyeuse et une typographie colorée, avec un caractère linéal dansant. Ces injonctions prônent la prudence et la méfiance envers un ennemi non nommé, dont la désignation écrite « him » se superpose, par transparence, à une croix gammée nazie. Sorti en 1940 et financé par le ministère de l'Information britannique, ce court-métrage à l'apparence anodine se révèle être un film de propagande destiné à soutenir l'effort de guerre en sensibilisant la population aux risques liés à l'espionnage. Malgré son aspect festif, l'usage du texte ramène brutalement le spectateur à une sombre réalité et provoque un contraste de tonalité marqué, une tension entre la sémantique et le traitement typographique, ce qui peut placer le spectateur dans un inconfort certain. Si Len Lai transmet son message de manière frontale et explicite, celui-ci peut également être introduit selon d'autres modalités. Prenons un autre film de propagande anti-nazie, cette fois américain, Blitzwolf de Tex Avery. Sorti en 1942, le film adopte une approche différente. Il cherche avant tout à ridiculiser l'armée nazie et son dirigeant, incarné sous les traits du grand méchant loup, à travers divers procédés humoristiques, notamment écrits. Parmi eux, nous pouvons citer le pacte de non-agression, le journal de Cochonland ou les inscriptions apposées sur les machines de guerre. Mais d'autres textes s'adressent plus directement aux spectateurs, comme les panneaux intradégétiques, plantés çà et là dans le décor, ponctuant le récit de gags et de commentaires sur le film lui-même. À travers ces inscriptions, le cinéaste et ses personnages brisent le 4e mur et instaurent un dialogue constant entre la diégèse fictionnelle et la réalité du spectateur. L'écrit détourne alors sa fonction intradégétique première pour produire des effets de surprise et de décalage, devenant ainsi l'un des principaux moteurs comiques du film. À la manière d'annotations laissées sur la pellicule, ces éléments favorisent l'appropriation du message idéologique. Ainsi, ces 2 exemples témoignent de l'effet singulier que peut produire l'écrit lorsqu'il s'adresse directement au spectateur. Comme l'observe Lionel Orion Dutrieux, puisque notre culture tend à attribuer de l'importance à l'écrit, un mot écrit acquiert la solennité d'une proclamation. Privilégier le dialogue écrit plutôt que parlé constitue finalement un geste singulier et affirmatif, qui met davantage en valeur les mots et leur charge sémantique.